La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Aujourd'hui, nous allons parler du Soleil. Il y a beaucoup à dire sur le Soleil, notre étoile, qui nous envoie toute l'énergie dont la vie a besoin pour exister sur la Terre. Cette énergie, nous le savons, provient de la fusion nucléaire d'hydrogène en hélium, qui se produit de manière continue au cœur du Soleil et qui est transférée petit à petit vers l'extérieur où elle devient notre énergie solaire. Ce système énergétique solaire est particulièrement stable, heureusement pour nous. Depuis 4,6 milliards d'années, l'hydrogène se transforme tranquillement en hélium, et ça va durer encore plus de 4 milliards d'années, jusqu'à l'épuisement du combustible nucléaire hydrogène. Ensuite, le Soleil deviendra une grosse étoile géante rouge, avant de dissiper presque toute sa matière dans la Voie lactée. Il restera seulement une petite étoile naine blanche, le cœur du Soleil actuel. Mais tout ceci se passera dans très longtemps. Alors revenons à notre époque. Le centre du Soleil est stable et produit une énergie continue, mais en revanche, ses régions extérieures sont très perturbées et bouleversées en permanence. Le principal perturbateur est le champ magnétique solaire. Tout cela est très important pour nous, car nous en subissons les conséquences de diverses manières. Pour parler de tous ces phénomènes et des relations entre le Soleil et la Terre, j'ai avec moi aujourd'hui Carl Ludwig Klein, Ludwig pour les intimes, qui est astronome à l'Observatoire de Paris-Meudon après avoir fait ses études à l'Université de Bonn en Allemagne. Il est chercheur spécialiste des relations Soleil-Terre. Il est radioastronome, c'est-à-dire qu'il étudie les rayonnements qui nous proviennent du Soleil et des étoiles dans le domaine radioélectrique, à des grandes longueurs d'onde. Il a été en particulier responsable d'instruments d'observation à la station de radioastronomie de Nançay en Sologne. En plus de cela, il travaille avec des instruments détecteurs des particules énergétiques qui viennent de l'espace et qui sont situés en particulier aux îles Kerguelen et en Terre Adélie. Bonjour Ludwig. Bonjour Sylvie et merci de me donner l'occasion de parler d'atmosphère solaire. Merci à toi Ludwig d'être avec nous aujourd'hui. Il nous faudra plusieurs émissions pour aborder toutes les facettes de cette relation étroite entre le Soleil et la Terre. La couronne solaire, le vent solaire, le champ magnétique, les aurores boréales et toutes les conséquences. Alors Ludwig, peux-tu nous raconter ce que c'est que cette couronne solaire qu'on ne voit jamais directement, sauf quand il y a des éclipses totales de soleil? Oui, lors d'une éclipse totale du Soleil, la lumière de la photosphère, la couche visible du Soleil, est occultée et tout d'un coup, on va apparaître une couronne solaire de la lumière qui vient des zones alentours de la couche visible, mais qui est si faible qu'il faut effectivement l'occultation de la Lune pour la voir. Et cette couche est maintenant connue comme un gaz qui entoure le Soleil, qui va très loin dans l'espace interplanétaire. Au début, on pouvait peut-être se dire que c'est l'atmosphère de la Lune qu'on voit là finalement en fait. Oui, c'est quand même une coïncidence extraordinaire. La Lune peut cacher exactement le disque du Soleil. Et quand on a la Lune devant le Soleil, on ne sait pas ce qu'il y a autour, si c'est la Lune ou si c'est le Soleil. C'est ça que tu veux dire. C'est cela. Et c'est au 19e siècle qu'on a appris à analyser la lumière pour comprendre la composition chimique des corps, qu'on a réalisé que c'est effectivement l'atmosphère du Soleil qu'on voit là, et que cette atmosphère du Soleil est composée de particules électriquement chargées. On a trouvé qu'il y a de l'hydrogène, là, on a trouvé qu'il y a du fer, mais on a trouvé aussi des indications d'une émission qu'on ne savait pendant des décennies pas associée avec un élément chimique connu, jusque dans les années 1940, où on a compris que c'était un atome de fer qui avait perdu pratiquement la moitié de ses électrons. Et pour que ça puisse être ainsi, il faut que la couronne a une température de 1 million de degrés. 1 million de degrés, c'est beaucoup, mais c'est surtout beaucoup par rapport à la température à la surface qui est de 6000 degrés.
C'est ça, c'est-à-dire que le soleil, il est très, très chaud à l'intérieur, 13-14 millions de degrés, c'est ça? 15 millions, 15 quelque chose millions. comme ça. Ensuite, ça diminue quand de l'intérieur vers la surface et à l'extérieur, c'est 6 000 et ensuite ça remonte. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour l'instant parce qu'on sait bien que quand on s'éloigne d'un radiateur, on n'a pas plus chaud, on a plus froid. Donc il y a quelque chose qui rechauffe et en fait, on ne sait pas exactement quoi. Oui, on a quelques idées. L'énergie pour chauffer la couronne est clairement identifiable. Quand on regarde la surface du Soleil, on voit que ça a des bouillonnements permanents, un peu comme la surface d'une casserole d'eau en ébullition ou du caramel qu'on chauffe, pour avoir un exemple plus ressemblant à l'atmosphère solaire et à la fois plus gourmand. Attends, le caramel, c'est plus ressemblant à l'atmosphère solaire que l'eau? L'astrophysique est pleine d'énigmes. Et quand on regarde l'énergie, quand on évalue l'énergie qui est dans ces mouvements-là, on a plus qu'assez pour chauffer la couronne. Donc, la question qui se pose est de savoir comment est-ce qu'on transporte l'énergie dans la couronne et comment est-ce qu'on convertit en chaleur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dissipe l'énergie. Et alors, pour revenir à cette température de la couronne, est-ce qu'on pourrait dire un mot quand même sur l'observation en rayons X? Parce que, quand on dit qu'on ne voit pas la couronne solaire, on ne la voit pas à l'œil, mais quand on observe en rayons X, là, on la voit et ça montre aussi que c'est très chaud, c'est cohérent. Oui, et un gaz à 1 million de degrés va être un émetteur important en longueur d'onde ultraviolets et rayons X. Et en revanche, le gaz à 6000 degrés de l'atmosphère, de la photosphère visible, n'émet plus en rayons X. Donc, en rayons X, on ne voit que la couronne. C'est pareil pour différentes raisons en ondes radio. On a des moyens de regarder la couronne en dehors d'éclipses, mais il faut changer de longueur d'onde. Et tu peux dire un mot aussi sur l'hélium? Parce que l'hélium a été découvert, je crois, dans la couronne solaire et le nom hélium vient de hélios, soleil. Oui, tout à fait. Au 19e siècle, lors d'observations d'éclipses, on avait vu une émission très caractéristique, à une couleur très caractéristique dans le jaune, qu'on ne savait d'abord pas associer avec un élément chimique connu. Faute de mieux, on a inventé un nom pour cet élément, on l'a appelé hélium parce que, comme tu le dis, il venait du Soleil. Et c'est quelques années plus tard qu'on a pu trouver dans des laboratoires un élément qui avait exactement cette émission-là, et donc cet élément s'appelle encore aujourd'hui l'hélium. Et bien voilà, comme on découvre des choses, c'est intéressant. Et alors cette couronne, donc en réalité, elle n'est pas statique, c'est un vent, une sorte de vent de particules qui vient du Soleil. Tu nous racontes un petit peu comment ça se passe? Oui, quand on a réalisé que la couronne a cette haute température, on s'est demandé, quelques années plus tard, si un gaz à cette haute température pouvait être maintenu par la gravitation ou s'il devait s'en aller. Quand on a un gaz très chaud, on peut l'enfermer dans un récipient, mais quand on ouvre le récipient et que l'environnement est plus froid, le gaz va s'échapper. Et c'est la haute pression qui est associée à la chaleur qui pousse le gaz de la couronne solaire dans l'espace interplanétaire. La personne qui a réalisé ça pour la première fois par des calculs hydrodynamiques essentiellement, c'est Eugene Parker à l'Université de Chicago en 1958. Il est curieux de réaliser aujourd'hui qu'il a eu beaucoup de mal à faire accepter cette idée. Son papier a été refusé et personne n'a rien voulu comprendre, alors qu'aujourd'hui ça nous semble évident. À l'époque, on ne pouvait pas mesurer le vent solaire parce qu'il est composé de particules électriquement chargées, protons, électrons, noyaux d'hélium. Et la Terre est protégée par un champ magnétique qui empêche l'entrée des particules électriquement chargées. Donc, il a fallu attendre les premiers satellites qui quittent l'atmosphère ou le champ magnétique de la Terre. C'était un satellite soviétique et peu après un satellite américain
pour voir qu'effectivement, l'espace autour du champ magnétique de la Terre n'est pas vide, mais empli de quelques particules électriquement chargées. On va peut-être reparler de ça à la prochaine émission parce qu'on va parler de l'interaction entre ce vent solaire et la Terre. Mais avant de terminer, tu peux nous dire 2 mots sur ce qu'on appelle les instruments qu'on appelle coronographes, c'est-à-dire qui permettent d'observer la couronne solaire en dehors des éclipses et dont je crois le premier a été inventé par, Bernard Liot, quelqu'un qui était un chercheur qui était à Paris, mais aussi au Pic du Midi. Tout à fait. Donc, on a, réalisant que la couronne n'est visible lors d'une éclipse totale que pendant quelques minutes au mieux, on a voulu construire des instruments qui occultent la lumière du soleil et qui fassent apparaître la couronne. Ce n'est pas une chose simple parce que la lumière du soleil a un trajet qui est modifié dans l'atmosphère de la Terre. Par exemple, nous voyons le bleu du ciel venir de partout et c'est la lumière du soleil. Et cette déviation fait que lorsqu'on met simplement un disque dans le chemin de la lumière du soleil, on voit quand même beaucoup de lumière diffusée, comme on dit. C'est-à-dire occulter le corps du soleil dans une lunette est une chose très, très difficile. Et la personne qui a réalisé cela, c'est, comme tu dis, Bernard Liot, astronome qui, dans les années 1930, a réalisé le premier coronographe. Il travaillait à l'observatoire de Meudon, dans la banlieue parisienne, mais pour observer la couronne solaire, on a besoin d'un ciel très pur que la région parisienne n'offre pas et que pour le trouver, il faut aller en altitude. D'où l'intérêt de l'observatoire du Pic du Midi où Bernard Liot a passé des années à mettre au point son instrument et le coronographe de Liot est aujourd'hui un instrument largement répandu et que depuis les années 1970, on peut emporter dans l'espace. Et là, on a vu la dynamique de la couronne. Ce n'est pas quelque chose de statique du tout. C'est très différent de la photosphère et on revient à ce que tu disais au début. C'est un système très, très dynamique. On va reparler de tout ça la semaine prochaine parce que ça nous intéresse au premier plan. Donc merci Ludwig, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.